Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 21 décembre, il est l'heure de l'info. Les syndicats et les employés ont de nouveau manifesté contre la fermeture du Auchan à Bar-le-Duc, vous le verrez. On fait le point sur la situation du Leader Price à Saint-Dizier, le magasin a changé de nom mais les employés ne sont toujours pas payés. Clémentine Coppola viendra sur notre plateau pour nous parler de l'évolution de la démographie dans le Grand Est entre 2016 et 2022. En fin de journal, nous vous proposerons une rediffusion de l'interview de Dominique Havard qui était venu nous présenter son livre Versailles intime. Mais pour commencer, du nouveau concernant le braquage hier matin de la boutique Orange située dans le centre-ville de Saint-Dizier. D'après les informations partagées par le journal de la Haute-Marne, 5 individus à bord d'une Peugeot 206 ont été interpellés hier après-midi à Saint-Laurent-sur-Saône dans l'Ain lors d'un contrôle de gendarmerie. Des iPhones ont notamment été retrouvés dans le coffre de la voiture. Nous ne connaissons cependant pas le montant ni le nombre d'objets dérobés. Les individus, eux, ont été placés en garde à vue. Une enquête pour vol à main armée et violence avec usage ou menace d'une arme blanche a été ouverte. Annoncé début novembre, Auchan Bar-le-Duc doit fermer ses portes en juin 2025 s'il n'y a pas de repreneur d'ici là. Ce matin, plus d'une centaine de personnes ont manifesté devant le centre commercial contre la fermeture du supermarché. Plusieurs syndicats et des employés se sont mobilisés. Les détails avec Léo Martin. Une nouvelle fois, c'est au milieu des rayons que la manifestation se déroule. Après l'annonce du groupe Auchan Retail début novembre de faire un grand plan social économique, 3 magasins sont confrontés à une fermeture dont l'enseigne parisienne. Force ouvrière et la CFDT se sont mobilisés avec les employés. Toujours le magasin qui m'inquiète le plus, c'est ici qu'il y a le moins de possibilités de reclassement. Les négociations, je vous dis, sont compliquées, on fait des propositions, on ne va pas dire qu'on refuse toutes nos propositions, mais c'est toujours un calcul à faire derrière de savoir si c'est possible, pas possible. Aujourd'hui, quand on voit ce qui rentre dans la famille Mullier, je pense qu'ils peuvent sacrifier un peu de leur argent pour les employés qui vont licencier demain, quoi. Au total, 108 employés sont menacés par la fermeture du magasin. Pour la CFDT, c'est la fois de trop pour le département. Aujourd'hui, on est sur un site qui va complètement fermer avec la disparition d'emplois. Sur un territoire comme la Meuse et d'une façon générale pour Grand Est, c'est des signaux négatifs pour nous. Signaux négatifs qui émanent d'un groupe qui est pourtant excédentaire, bénéficiaire et qui rémunère très bien ses actionnaires. Les choix stratégiques font que c'est les salariés au final qui vont payer l'addition. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les salariés. L'enseigne Super U a récemment acquis des magasins Auchan au niveau national. À Bar-le-Duc, des discussions ont commencé pour la reprise du centre commercial avant mars 2025. Dans un contexte difficile, le département doit continuer à attirer de nouvelles entreprises. Le territoire n'appelle que ça, je pense, a beaucoup de potentiel, d'attractivité. Il ne faut pas l'abandonner et il y a de quoi faire quand même pour faire venir de l'activité sur le terrain. Il faut juste se donner les moyens. Et là encore, il y a une question de moyens, mais se donner les moyens de vouloir faire de l'activité économique en Meuse. Il faudra donc encore attendre quelques mois pour savoir si le centre commercial aura un potentiel repreneur. C'est désormais une tradition bragarde de fin d'année. Les trophées des sports de Saint-Dizier se sont déroulés ce vendredi 20 décembre au Fuseau à Saint-Dizier. Une cérémonie et 17 prix pour récompenser et mettre en lumière les sportifs bragards qui se sont illustrés au cours de cette année olympique. Si aucun n'était aux Jeux de Paris cet été, de nombreux athlètes locaux ont brillé par leur performance ou plus globalement leur investissement. Parmi les lauréats, Jonathan Crête, triathlète au sein du CSOD, élu meilleur sportif masculin de l'année. Marianne Bucher, cycliste de 17 ans, licenciée au CB52. Vous pouvez retrouver l'ensemble des lauréats sur notre site internet puissance-télévision.fr. À Saint-Dizier, nous continuons de vous tenir au courant de la situation du désormais ex-Leader Price. Il y a 2 semaines, nous vous avions révélé la situation alarmante du magasin, sans marchandises et les salariés non payés. Aujourd'hui, le magasin a changé d'enseigne et est devenu Miamland City. Où en sommes-nous? Regardez. Les fêtes de fin d'année approchent, mais ils les passeront dans l'angoisse. Les salariés du Leader Price ne sont presque plus payés depuis le mois d'août dernier.
Le magasin a beau avoir changé d'enseigne en devenant Miamland City, la situation, elle, reste au point mort. Et toujours pas de salaire. On attend toujours nos salaires et une participation du 13e mois, bien sûr. Le dernier salaire, j'ai eu 500 € fin octobre. Et avant ça, c'était pas réglé. C'était régulier le 15, le 28, c'était pas régulier. Ah non, toujours pas. On travaille toujours gratuitement, bien sûr. Ce qui n'est pas logique. Je sais pas, on attend déjà nos salaires convenablement et puis après on verra. Hein. On verra comment que ça va se goupiller au niveau du magasin, des clients, que tout se passe bien. Mais moi, j'y crois plus de toute façon. J'y crois plus du tout. Le magasin a été réapprovisionné pour la première fois depuis plusieurs semaines. Si les produits ont bien été mis en rayon, leur nature interroge avec des prix élevés contrairement aux tarifs pratiqués par l'ancien Leader Price. Il faut espérer que les prix vont baisser parce que là, les clients vont venir une fois et c'est tout. On est dans un quartier particulièrement pauvre. Je n'imagine même pas les gens pouvoir faire leurs courses ici à aujourd'hui. Malgré plusieurs tentatives, la gérante du magasin n'a pas souhaité réagir. Interpellé en conseil municipal, le maire de Saint-Dizier s'est positionné sur le sujet. L'immense fautive là-dedans, c'est quand même la gérante de ces Leader Price et qu'elle a une attitude absolument scandaleuse. Ce que je me suis permis de lui dire en direct, moi-même, maire de Saint-Dizier, puisque nous avons eu des contacts avec elle, notre camp, mais il est choisi depuis très longtemps et on l'a pris. Nous avons mis à disposition de ces salariés tout ce dont on était capable. Peut-être que c'est jamais assez, peut-être. C'est peut-être aussi jamais assez rapide. Très bien, ça je veux bien le prendre pour nous. Ce qu'on a convenu aussi, c'est de tout faire pour que ce magasin rouvre. Qu'il rouvre pour que leur travail, elle le garde. Qu'il rouvre pour que le travail, elle le garde et que le salaire, il puisse être versé. On est 100 fois d'accord avec ça. Enfin, vraiment, 100 fois. Le magasin avait été racheté en mai dernier pour 1 € symbolique par la société Estia Global Consulting qui possède 6 Leader Price répartis sur l'ensemble du territoire. Tous connaissent un sort similaire à celui de Saint-Dizier. Par exemple, à Brassac-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, après avoir rompu leur contrat, les salariés ont remis les clés du magasin à la gendarmerie et entamé des procédures judiciaires. Le magasin n'est pas déclaré. Elles dépendent d'une entreprise qui est dans Paris 17e. Et ce magasin-là, si vous le cherchez officiellement, il n'existe pas. Donc l'enseigne non plus. Miamland, sans le City, c'est un grossiste de B2B, donc qui ne vend qu'aux professionnels. Ça n'est pas légal, c'est certain. J'en suis certaine et nous leur avons fait faire un recours auprès du tribunal de commerce de Paris. Rendez-vous début janvier pour connaître la décision du tribunal de commerce. L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de dévoiler les derniers chiffres de la population. Le Grand Est comptait 5 560 079 habitants au 1er janvier 2022. La population est restée stable entre 2016 et 2022 au niveau régional, mais elle cachait des disparités sur le territoire. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Alors tu as parcouru cette étude de l'INSEE. Quelle est la situation démographique au niveau régional? Alors tu l'as dit Paul, le Grand Est c'est 5 millions d'habitants en 2022. Soit 4 900 de plus qu'en 2016 selon le dernier des comptes de l'INSEE. Des habitants, il y en a en plus, mais pas sur notre territoire. En fait, la population, elle croît seulement dans le Bas-Rhin, en Alsace. La Meuse, la Marne et la Haute-Marne perdent chacun en démographie. Comment on peut visualiser qui gagne et qui perd des habitants? Alors, pour que ce soit un peu plus simple, on a fait une petite carte. La voici. Ça, c'est la région Grand Est qu'on va voir sur la France apparaître. Comme on peut le voir, il y a des différences de couleurs qui correspondent à l'évolution annuelle moyenne de la population de la région. Alors pour faire simple, c'est un indicateur qui varie de moins 1,5 à plus 1. Et donc, quand l'évaluation elle est dans le négatif, c'est qu'on perd des habitants dans le département. Si on prend par exemple la Meuse, eh bien, elle a un taux de 0,7%. La Marne, elle est à moins 0,2%. Et la Haute-Marne, elle est à moins 0,8%. Entre 2016 et 2022, la population a donc reculé dans 2780 communes du Grand Est, souvent situées à l'écart des grandes agglomérations. Pour rappel, dans le Grand Est, il y a environ 5121 communes. Et qu'en est-il des départements de notre
notre territoire? Alors pour notre territoire, eh bien, on va commencer tout de suite par la Meuse, parce qu'effectivement, Paul, ça, ce que je viens de te donner, ce sont des pourcentages, et donc c'est un peu plus abstrait. Pour faire plus précis, en Meuse, il y a aujourd'hui à peu près 180 000 habitants, presque 181 000. Si on calcule avec les moins 0,7% par an entre 2016 et 2022, ça veut dire que le département a perdu plus de 8 000 habitants. Tout ça, c'est à l'échelle du département, parce que malgré tout, certaines villes, eh bien, elles ont accueilli des nouveaux citoyens. À Sampigny, par exemple, il y a 55 personnes qui se sont installées en 6 ans, Briand-en-Berrois 54 et Aulnoy-en-Perthois c'est 53. On passe au département de la Marne. Quelle est la situation sur ce département? Eh bien, le département compte aujourd'hui un peu plus de 560 000 habitants et elle a perdu, la Marne, 6 776 personnes, de moins qu'en 2016. Donc dans la Marne, la population, elle diminue d'environ 0,2% par an. Alors c'est ce que je te disais au début, mais c'est assez intéressant puisque la dernière période de calcul révélait qu'en fait, dans la Marne, il y avait plus 0,2%. Alors par exemple, Vitry-le-François, elle fait partie des villes qui perdent des habitants. Et on termine par le dernier département de notre territoire, la Haute-Marne. Effectivement, et pour la Haute-Marne, là aussi, on a une chute démographique. On passe officiellement sous la barre des 170 000 habitants. L'INSEE parle d'une baisse moyenne de 0,8% de la population du département entre 2016 et 2022. Ça représente donc 8 219 citoyens. Si on fait un petit peu le schéma pour les 3 villes principales, eh bien, elles perdent des habitants pour s'établir à 22 811 habitants en 2022 à Saint-Dizier, un peu plus de 21 000 à Chaumont et à Langres, c'est 7 600 personnes qui sont encore installées dans la ville. Mais alors pourquoi ces données sont si importantes pour le territoire? Alors elles sont importantes et ces chiffres ils sont loin d'être anodins parce qu'ils servent à plein de choses. Ils permettent de déterminer les aides de l'État versées aux collectivités locales, le type de scrutin lors des élections municipales ou encore les indemnités des conseils municipaux. Bref, la démographie d'un département, eh bien, c'est un peu le nerf de la guerre en ce qui concerne la gestion administrative. Merci Clémentine pour toutes ces précisions. Pour clôturer cette édition, nous vous proposons une rediffusion de la venue de Dominique Havard sur notre plateau. Ce bragard connaît les 1000 secrets du château de Versailles. Dominique Havard, vous êtes responsable du protocole au château de Versailles depuis bientôt 35 ans. Vous signez Versailles intime aux éditions Grasset. Dans ce livre, vous racontez votre vie professionnelle agrémentée d'anecdotes. Bonsoir Dominique. Bonsoir Paul. Vous êtes bragard. Effectivement, je suis né à Saint-Dizier. Et comment devient-on responsable du protocole du château de Versailles ? Bon, écoutez, c'est un parcours assez classique, à vrai dire. Je suis arrivé en tant que fonctionnaire d'État au château de Versailles et l'affectation était dans un premier temps au niveau de la sécurité. Et puis une opportunité que j'ai saisie, une visite un peu impromptue d'Hosni Moubarak, président égyptien. J'ai effectivement fait cette visite et à l'issue, d'autres visites ont été demandées et on s'est dit, après tout, pourquoi pas créer une cellule protocole. Et j'en suis à la tête depuis plus de 25 ans maintenant. Parce que c'est un poste qui n'existait pas. Qui n'existait pas. C'est les conservateurs qui étaient mobilisés, quelquefois le président ou le directeur d'établissement, et on a eu de plus en plus de demandes. Donc il fallait créer cette structure, et on m'a nommé à la tête de cette structure. Et pourquoi avoir publié ce livre? Pourquoi avoir eu envie de le publier? Vous vouliez raconter les coulisses du château? Oui, vous avez raison, c'est les coulisses de Versailles. On a un peu l'habitude de visiter les grands appartements, la Galerie des Glaces, qui reste des lieux d'exception, évidemment. Mais en parallèle de ces grands appartements, il y a ce Versailles intime. Le Versailles intime, les appartements privés de Louis XV, de Louis XVI, et puis des favorites ou encore ceux de Marie-Antoinette. Donc j'ai voulu expliquer ce que sont ces petits appartements, mais ne pas rester non plus dans le prisme uniquement de l'histoire, mais aussi en évoquant les rencontres que j'ai pu faire en 30 ans. Et donc, en quoi consiste votre rôle de responsable du protocole? Eh bien, ce rôle, c'est accueillir au nom du président de l'établissement, Christophe Loribaud, actuellement à Versailles, accueillir en son nom ces visiteurs, leur faire effectivement une visite du château pendant 1h, 1h30, ou en fonction du temps qui leur est apparti, ou alors, si effectivement je ne peux pas faire cette visite, l'organiser en demandant à un conférencier ou un conservateur effectivement de faire visiter à ces personnalités. Et je crois qu'aujourd'hui même, vous avez organisé une visite pour demain. Oui, depuis Villers-en-Lieu. Je suis en congé quelques jours, et là j'ai eu un appel téléphonique me demandant, alors pour rien vous cacher, c'est l'ambassade des Émirats Arabes Unis qui m'a demandé
demandé si demain on pouvait leur organiser une visite un peu au pied levé. J'ai dit qu'évidemment, on doit le faire. D'abord parce que le château de Versailles a réussi jusqu'à présent toujours d'organiser dans les meilleures conditions la visite pour nos hôtes français ou étrangers. Et je crois que c'est effectivement important. Et donc, voilà, on a trouvé un conférencier. Et demain, l'ambassadeur des Émirats arabes unis, je crois avec son homologue canadien, feront une visite du château de Versailles. Et dans un cas comme celui-ci, la veille pour le lendemain, comment ça se présente? Comment ça se présente? Eh bien, ça se présente qu'il faut gérer le côté tout à fait technique, c'est-à-dire d'abord trouver le conférencier, déterminer l'horaire et trouver, je dirais, un compromis. Quelquefois, il faut non pas négocier, mais essayer dans les meilleures conditions que l'ambassadeur puisse faire cette visite à peu près au temps où il le souhaite, et nous d'avoir un conférencier à ce moment-là, mais aussi l'aspect sécuritaire, savoir si un agent de sécurité armé de l'ambassade les accompagne. Si c'est une délégation de très très importante, il faut prévenir la préfecture, les Yvelines, et puis ensuite, le côté aussi très pratique, l'immatriculation du véhicule, qui puisse rentrer dans la cour du château. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a du concret et du pratique aussi à penser. Exactement. Oui. Quand on a votre rôle au château de Versailles, on a un peu l'image de la France à défendre. Ah oui, oui, c'est important. Il faut savoir accueillir dans d'excellentes conditions et que ces personnalités, quand ils rentrent dans le château, pendant le temps, là je le répète, qui leur est imparti, puissent s'évader et rentrer dans l'histoire de France, dans la belle histoire, puisque Versailles est un haut lieu culturel français et du monde, mais avant tout français. Vous avez reçu de nombreuses personnalités. Vous parlez souvent de votre rencontre avec Simone Veil comme la plus marquante. Est-ce que vous en avez d'autres à nous raconter? Oui, alors c'est vrai que Simone Veil est un des moments extrêmement marquants du fait de la personnalité très prégnante de Simone Veil, d'ancienne ministre. Mais j'ai eu d'autres personnalités, à la fois politiques ou du monde du showbiz. Alors, j'allais vous dire, un panel très très large. Je me souviens de Jane Birkin, j'en parle d'ailleurs dans le livre, mais encore de Daniel Cordier, qui est effectivement un des grands collaborateurs de Jean Moulin, secrétaire de Jean Moulin. Là, on a parlé de la résistance, mais on a parlé aussi de l'art classique du XVIIIe siècle français, mais aussi de l'art contemporain, avec des grands noms qu'il m'a évoqués, comme Basquiat, et c'est très, très surprenant, une personne âgée à l'époque de, je crois, pas loin de 90 ans, évoquer Basquiat. C'était très, très surprenant. Ou de l'art premier. Voilà, ça, ce sont des rencontres atypiques et passionnantes. Mais Madame Michelle Obama, un moment incroyable aussi. Avec elle, je me souviendrai encore aussi de la visite de Prince. Je parle du chanteur Prince, ça c'était un moment très drôle quand il a commencé à faire quelques pas de danse. On avait une scène à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est un panel très très large et c'est ce qui rend passionnant ce travail. Et parmi donc toutes ces personnalités, oui, vous avez dû faire face, j'imagine, à des demandes surprenantes. Dans ce cas-là, il faut faire preuve de diplomatie, de négociation. Il faut faire preuve de diplomatie, de négociation et j'allais vous dire aussi d'adaptabilité. Il faut s'adapter à la personne ou quelquefois, je l'ai poussé presque un peu plus loin, au personnage. Quand Muammar Kadhafi, on avait organisé son circuit, on ne souhaitait pas qu'il accède à certaines salles parce que dans cette salle, il y avait la bataille d'Abou Kir, où nos amis musulmans se faisaient massacrer par les armées napoléoniennes, et en particulier Murat. Et Muammar Kadhafi connaissait cette salle, et il nous a demandé de l'ouvrir. Et là, nous étions un peu tétanisés, parce que nous nous sommes dit, oh là là, incident diplomatique possible. Et le président, le Raïs, puisqu'on l'appelait le guide, le Raïs, Kadhafi nous a dit c'est l'histoire, Inch'Allah, on continue. Et ça s'est très bien passé au demeurant. Et très bien. On est très heureux de vous avoir reçu. Malheureusement, on va devoir clôturer ce journal. On aurait pu vous écouter, écouter encore des heures. Merci Dominique Havard d'être venu sur notre plateau. C'est moi, Paul. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Demain midi, vous retrouverez Cyril Viguier pour le Grand JT des Territoires. Quant à nous, on se retrouve le lundi 6 janvier. D'ici là, à partir de lundi, le journal sera dans un format allégé. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.